Une question pour comprendre. Une question pour comprendre, c'est 45 minutes de commentaires et d'analyse sur un sujet d'intérêt public. Conception et présentation, Chrysostome Fortuné. Auditeurs, auditrices de la radio Brazzaville, et bienvenue à cette émission Une question pour comprendre. Les lecteurs de la presse économique, les auditeurs des radios internationales ainsi que les téléspectateurs des grandes chaînes de télévision ont souvent lu ou entendu dire ceci: budget, masse monétaire, politique monétaire, produit intérieur brut. Mais ce soir, nous voulons comprendre les mécanismes politiques, économiques bien sûr, ou soit les indicateurs macroéconomiques. L'invité d'une question pour comprendre, le président Modeste Moukatia, qui est le président fondateur du CDRC. En tout cas, l'homme, c'est un chef d'entreprise. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur. Amis de bout de onde, la réalisation technique est assurée par Albert Guébo, assisté de Dieudonné Tiberge, devant ce microphone, Chrysostome Fortuné. Monsieur le Président, le budget congolais a été voté pratiquement à près de 3 000 milliards. Votre réaction? Je ne sais pas si c'est un budget réel ou si c'est un budget virtuel. Mais je voudrais d'abord porter une précision. Je ne suis pas un chef d'entreprise. J'ai participé dans la capitalisation de certaines entreprises, dont une qui existe au Canada, Betra International Corporation, dans le commerce international du bois. Ceci étant, il est vrai que j'ai travaillé pour certaines sociétés du Canada, mais aujourd'hui je suis en disponibilité. Ça veut dire que je suis venu m'installer au Congo depuis 2008, où je parcours le Congo pour comprendre pourquoi notre État, notre République plus précisément, se trouve dans une situation quasiment de cessation de paiement, parce que nous n'avons aucune entité d'entreprise, nous n'avons pas d'unité de production locale. Monsieur le Président, je vous ai posé la question de savoir votre réaction au sujet du budget de cette année qui est pratiquement de 3 000 milliards. Nous voulons avoir votre réaction à propos. Sur ce budget de 3 500 milliards de francs CFA, j'y avais déjà répondu le 15 octobre 2010, quand je me suis adressé à vos confrères, même à vous-même. J'avais dit que c'était un budget exorbitant, dont je ne connaissais pas l'origine, puisque, comme je l'ai déjà dit, le Congo ne produit pas. Le Congo n'ayant pas d'entreprise, et que le budget, tout budget qui se respecte, est issu de contributions, c'est-à-dire des prélèvements, des impôts, que ce soit des sociétés ou des habitants de ce pays. Notre pays n'a pas d'entreprise. Notre pays, les gens ne payent pas l'impôt. D'où provient ce budget? Est-ce que c'est un budget réel? Est-ce que les députés ont eu accès au dossier comptable de l'État congolais pour pouvoir dire que nous avons un budget de 3 500 milliards? Et donc vous pensez que ce budget effectif, il n'a pas été bâti selon les indicateurs économiques disponibles dans notre pays? Dès l'instant où nous n'avons pas d'entreprise censée produire pour que le fruit de la production
soit consommable et à partir de cette consommation, chaque habitant de ce pays paye les impôts qui va bâtir justement un budget. Non, je pense que c'est un budget virtuel. Un budget virtuel parce que aujourd'hui, si c'était un réel budget, nous n'en serons pas là. Nos jeunes, dont notre population est très jeune, puisqu'il a entre 16 et 25 ans, d'après les indicateurs de l'ONU, auraient trouvé des emplois, des emplois productifs. Il n'y en a pas. Nous avons un budget de 3500 milliards et on n'en fait rien. Et on ne fait rien dans ce pays. C'est ça le paradoxe. Un budget égale une production. Une production, consommation. Une consommation, budget. On n'en a pas. Mais nous, les budgets permettent à payer les salaires, à payer les bourses des étudiants, à payer les retraités, à payer tout ce que nous avions comme recette, c'est-à-dire comme charge dans notre pays. Monsieur, laissez-moi rire, c'est vrai. On paie des salaires. Quel salaire? Qui a des fiches de paye dans ce pays? Les fonctionnaires. Parce que vous pensez que la masse des fonctionnaires permet d'établir le budget du Congo? Hein? À propos, puisque vous me parlez que les fonctionnaires ont des fiches de paye. La présidence, le Parlement, les préfectures, ce sont des fonctionnaires ou ce ne sont pas des fonctionnaires? Pourquoi ceux-là sont payés de main à la main? S'ils sont payés de main à la main, c'est qu'ils n'ont pas de fiches de paye. Alors comment on peut calculer le budget alors qu'une bonne partie de ceux qui amassent la grosse partie de ce budget virtuel ne payent pas l'impôt puisqu'ils sont payés de main à la main? Vous avez déjà vu ça où? Oui, les fonctionnaires en gros dos. Il y a combien de fonctionnaires dans ce pays? Il y a quelque temps, ils étaient payés, je crois, on dégageait 11 milliards pour payer les fonctionnaires. Aujourd'hui, nous sommes, je crois que M. Ondongo, qui est le ministre, je crois, de l'économie et des finances, qui a fait un vilain 1er mai, poisson d'avril, qu'il démissionnait avec fracas, a réduit, a mis de l'ordre dans les finances publiques. Je crois qu'on paye aujourd'hui 4 milliards pour les salaires des fonctionnaires. 4 milliards de salaires et ça produit 3500 milliards de budget. Enfin. Et donc vous êtes contre le travail que le ministre Ondongo a effectué avec beaucoup de doigtiers, celui du toilettage du fichier de la fonction publique ou des fonctionnaires? Ah non, bien au contraire, je suis heureux. J'ai cru comprendre aussi que j'étais à l'origine. Parce que j'avais écrit un article, c'est à la suite de l'article que j'avais écrit, comment gérer notre patrimoine commun. Dont M. Ondongo avait convoqué je crois, tous les opérateurs économiques à la Chambre de commerce. Et c'est là, où, sous la direction du président de la République, qu'il avait pris la décision de nettoyer. C'est quand même aberrant, un pays du Congo, 3 500 milliards, 3 500 000 habitants, au moins, maximum 5 millions d'habitants, ont dépensé 11 milliards pour le traitement des fonctionnaires. N'importe quel économiste vous dirait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair là-dessus. Voilà. Bien au contraire, je l'encourage. Hein? Il faut qu'il aille loin. Hein? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a encore des gens qui continuent d'accumuler 3, 4, 5, 6 salaires. Ou il y a des gens qui font payer des entreprises privées avec l'argent des Congolais. Hein? Non, je l'encourage, je le félicite. Et là, je félicite le président de la République d'avoir donné l'ordre sur ça. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi nous a-t-on dit en octobre que nous avons un budget de 3 500 milliards et que nous n'avons pas d'entreprise? Pourquoi on nous a dit que nous avons un budget de 3 500 milliards et personne ne peut créer des emplois productifs? Personne ne peut créer des entreprises à objet social? Monsieur le Président, pourquoi l'État ne crée-t-il pas des emplois?
puisque vous parlez d'un budget qui est si colossal, vous êtes un homme public, vous êtes un politique, chef d'un parti, candidat à l'élection présidentielle, en tout cas, vous êtes dans une stature d'un homme d'État. Pourquoi l'État ne crée-t-il pas les emplois dans ce pays? Bon, allez demander le président de la République. Si c'était vous qui étiez au pouvoir, qu'allez-vous faire en ce moment-là? Messieurs, au mois d'avril 2009, j'avais donné une conférence de presse à l'aumônerie. J'avais demandé à mon frère aîné en politique, M. Sassou Nguesso, alors président de la République, pas encore candidat à sa propre succession. J'avais dit ceci: si le RMP, le PCT le pousse à devenir candidat, il faudrait que je débatte avec le président de la République à la télévision pour qu'il m'explique, pour qu'il explique au peuple congolais pourquoi il voulait devenir de nouveau président de la République, pour réaliser quoi qu'il n'a pas pu réaliser. Et aujourd'hui, il nous a produit, ou tout au moins on lui a fait produire le chemin d'avenir, qui est un bon projet certainement, mais qui est bâti sur du sable. Le président de la République est en train de réaliser la route lourde qu'on appelle Brazzaville-Pointe-Noire et certaines routes secondaires, y compris le barrage Mbulu. Ça, ce n'est pas les œuvres allouées du chef de l'État? Monsieur, non. Ne mettons pas un arbre et puis on dit voilà la forêt. Non. J'ai dit ceci, puisque votre question au départ, c'était le budget. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un budget et à quoi sert-il? Un budget sert à satisfaire les besoins vitaux de la population, des habitants d'un pays, c'est-à-dire de tous les habitants de la République du Congo. Construire les routes, ce n'est pas un besoin pour la République du Congo. Messieurs, construire les routes pour acheminer quoi? Je suis en train de dire que pour que nous ayons une véritable politique économique dans notre pays, commençons par le début. Le début, c'est quoi? Le pays, l'économie, on le bâtit pour les habitants de ce pays. Savez-vous combien nous sommes exactement au Congo? Commençons par le début, c'est-à-dire il faut évacuer la question de recensement comme étant une arme politique pour les élections. Le recensement d'une population n'a jamais été pour les élections. Ça a été pour connaître exactement ce que c'est que combien sommes-nous dans notre pays. À partir de là, lorsqu'on a un bon recensement de la population et de l'habitat, nous savons que nous sommes tant d'habitants dans la République du Congo. Par l'habitat, nous savons quelle est la richesse ou le degré de pauvreté de chaque citoyen du Congo. À partir du nombre d'habitants, le président de la République, ou tout au moins les institutions financières de notre pays, proposent la masse monétaire. Et à partir de cette masse monétaire, le président de la République, en tant qu'autorité souveraine de l'État, dit au ministère de l'économie et des finances que pour le Congo, il me faut un PIB, un produit intérieur brut de temps. Ok, monsieur le Président. À partir de ce moment-là, le ministère de l'économie et des finances, généralement, on part pour que ça soit cohérent, c'est le ministère de l'économie et des finances et de l'industrie, assigne à chaque entreprise installée dans notre pays des objectifs à atteindre pour que le PIB proposé, voulu par le président de la République soit atteint. À ce moment-là, petit à petit, nous commençons à gommer la pauvreté. Au lieu d'arriver à ça, on nous dit, bon voilà, on construit le barrage de Mbulu qui ne produit même pas l'électricité. Oui, monsieur le Président, auditrice de Radio Brazzaville, vous qui venez de nous suivre, de nous rejoindre, j'allais dire maintenant, nous sommes dans l'émission Une question pour comprendre. Monsieur le Président, vous avez parlé de la masse monétaire. Expliquez-nous, c'est quoi, c'est qu'une masse monétaire? Mais une masse monétaire... Mais non, mais je veux répondre à cette question, mais
Le président de la République, vous me dites que voilà, il est en train de construire une œuvre, la route Pointe-Noire-Brazzaville. Mais cette route a été financée plus de 10 fois par la communauté internationale. Mais ça n'a jamais vu le jour. Et où est parti l'argent? Ah ben ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais été au gouvernement dans ce pays. Donc je ne sais pas où est parti l'argent. Ce que je sais, c'est qu'on a toujours posé la première pierre. Comme il va aussi de la construction du barrage de Kouilou, qui est beaucoup plus important que avec le barrage de Kouilou, on n'allait pas avoir tous ces barrages qui sont sables, tels que le barrage de Mboulou. Le barrage de Kouilou a été financé également. J'ai visité, le président du Souba avait mis un petit conteneur là-bas que j'ai vu, puisque j'étais à Kakamweka. Donc je crois que si nous voulons fonctionner normalement, il nous faut donc avoir une masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de la monnaie, la quantité d'argent nécessaire pour que notre État fonctionne de manière optimale. Et pour que nous ayons cette masse monétaire, il nous faut nous délivrer de la crainte de ne pas faire un recensement général de la population de l'habitant de manière normale. Le recensement que M. Mboulou est en train de nous concocter en envoyant des fiches dans chaque parcelle et dans chaque village, plus d'autres personnes vont venir contrôler, ce n'est pas un recensement de la population ni de l'habitat. Ce recensement-là ne peut pas produire les effets qu'on attend pour que nous ayons une masse monétaire, pour que nous ayons un bon budget. Commençons par le commencement. Et par ailleurs, laissez-moi vous dire que la politique économique d'un pays dépend de la politique, de l'engagement du président de la République pour que le pays sorte de cette situation chaotique. Et à quel niveau situez-vous l'engagement du président de la République pour que le pays, le Congo, puisse sortir de la misère? Ben, que le président de la République, en tout cas celui que je connaissais, celui qui s'appelait l'homme du 5 février, quand il disait quelque chose, il le faisait. J'ose espérer que c'est le même président que nous avons. C'est le même Sassou que nous avons. Qu'on ne l'a pas modifié en 2009 quand il est allé en Espagne. J'espère véritablement que ce monsieur Sassou Nguesso, le digne héritier du PCT qui est là. Parce que cet homme-là, quand il prenait une décision, celui qui nous a permis d'aller à la conférence nationale était un homme de parole. Mais depuis, on nous a habitués à la nouvelle espérance, au chemin d'avenir, ce n'est plus le même homme. J'avais déjà dit, pour ne pas rentrer dans ce qui se passe à l'extérieur, que nous avons les mêmes ingrédients pour que le Congo bascule dans ce qui s'est passé dans ce qui se passe dans les pays du Maghreb. Et j'ai déjà dit que nous ne devons pas arriver à ça. Le président doit anticiper. Il a cette capacité d'anticiper. Et je comprends, évidemment, qu'il a des difficultés. Mais la difficulté ne vient pas de lui. La difficulté, c'est que pendant les élections présidentielles, les campagnes électorales, il s'est fait enquister, il s'est fait phagocyter par des gens qui lui offraient 1 million de francs CFA pour sa campagne. Tantôt, des députés, des parlementaires offraient des 25-30 millions sans savoir d'où venait cet argent. Donc, quelque part, ils ont mis le président dans une nasse. Et dites-moi un peu, Monsieur le Président, ce que vous évoquez est très capital. Nous avions vu les départements donner de l'argent au chef de l'État pour sa campagne. D'où provenait cet argent? Vous êtes un homme politique, certainement vous avez beaucoup de sources d'informations. Pouvez-nous dire à ce micro une question pour comprendre d'où provenait cet argent? C'est les originaires qui devaient donner de l'argent, c'est les députés qui devaient donner de l'argent, et la région dont vous êtes pratiquement originaire a donné suffisamment d'argent alors que cette région est dans la misère. Elle est pratiquement dépravée du fait de la guerre. Monsieur, je suis un républicain. J'appartiens au Congo tout entier. Il est vrai que je suis né dans le pôle, mais je suis un Congolais. Ceci étant dit, j'avais déjà dit au président de la République qu'il ne devait pas accepter
l'argent qui venait de ce ministre, je pense, de la Poste à l'époque, pour ne pas le nommer, M. Mungala, Thierry Mungala, qui avait annoncé à la radio qu'il avait offert 1 million. Ça voulait dire qu'il venait de corrompre le président de la République. De même, les députés et les parlementaires qui ont donné de l'argent, soi-disant que voilà, un député ou un ministre n'a pas le droit de donner de l'argent au président de la République. Il pouvait le donner dans la caisse de PCT ou dans la caisse de RMP. Et il faisait la campagne. Mais le fait qu'ils aient dit que M. Thierry Mungala ait dit qu'il offrait 1 million pour la campagne du président de la République pour le pousser à devenir candidat, que les députés originaires du Poul, originaires de la Bouenza ou des plateaux aient donné de l'argent au président de la République, sans savoir d'où venait cet argent, en faisant du président un receleur. Parce que aucun de ces ministres, aucun de ces députés n'a une entreprise ici pour dire, même si ça venait de l'entreprise, ça voulait dire que c'était de l'abus du bien social. Voilà la situation dans laquelle s'est embourbé le président de la République. Et il y a été mis là-dedans par ses conseillers. J'ai toujours dit que pour que le président soit libre, il doit rembourser cet argent. Auprès de qui va-t-il rembourser cet argent? Il doit rembourser le million à M. Thierry Mungala. Il n'y a pas que seulement lui. Eh bien, à tous les députés. Il faut qu'il le rembourse. Parce que finalement, il ne peut pas changer de gouvernement parce que les autres lui disent « Ah non, mais Monsieur le Président, vous ne pouvez pas nous enlever, on vous a donné de l'argent. » C'est vous qui le dites. Est-ce que le président de la République vous a dit qu'il ne peut pas changer ceux qui lui ont donné de l'argent? Monsieur, vous savez, quand vous êtes le chef de famille, vous organisez une fête, il y a les beaux-parents qui arrivent, qui apportent des dons, et puis par la suite, il faut bien dédommager les beaux-parents. Il est tout à fait normal que M. Thierry Mungala, pour ne pas le citer... Vous le citez déjà? Non, je prends l'exemple. C'est lui-même qui l'a dit à la télévision, je l'ai vu au mois d'avril 2009. Ce qui est scandaleux du reste. Parce que logiquement, le Parlement aurait dû le sanctionner. Hein? De même, j'entends dire que les opérateurs économiques appellent, les opérateurs de téléphonie mobile appellent les abonnés, je ne sais même pas s'il y a des abonnés ici, ceux qui ont des cartes de téléphone prépayées doivent se faire identifier. Mais c'est depuis quand? En Côte d'Ivoire où il y a la guerre, les opérateurs ne demandent pas aux Ivoiriens d'aller s'identifier. Au Bénin, ils ne demandent pas ça. Au Nigeria, ils ne demandent pas ça. En face, au Congo démocratique, ils ne demandent pas ça. Ah, ils demandent ça, soi-disant qu'il y a des citoyens congolais qui insultent les ministres. Ben, pourquoi ils insultent les ministres? Parce qu'ils ne travaillent pas. Ce n'est pas parce qu'on insulte des ministres qu'on dit qu'il faut aller vous identifier. Ça signifie que vous êtes contre l'opération d'identification. Si vous êtes républicain, vous ne devez pas être contre cette opération, mais plutôt vous devez vous approcher de la direction de la régulation pour que vous ayez les plus amples d'informations, Monsieur le Président. Dans les pays du monde, ce sont les abonnés, c'est-à-dire ceux qui ont un abonnement où l'on paye chaque mois ou à la fin de l'année, pas des cartes prépayées. Hein? Donc logiquement, puisqu'on insulte les gens, c'est pour ça qu'on prend cette mesure-là. Ou peut-être parce qu'en Algérie, et plutôt en Tunisie, et en Égypte, et en Libye, les gens ont utilisé la téléphonie mobile pour se passer les mots. C'est pour ça qu'ils prennent le principe de précaution de dire « Ah non, nous devons savoir ». Mais le premier, est-ce que quand le président de la République, le 14 août 2009, quand il a fait son discours de serment devant les chefs d'État, quand il a dit que son gouvernement était peuplé de voleurs et de corrompus, il les a insultés? Est-ce qu'ils ont porté plainte contre le président de la République? Et ils ont pris des décisions contre lui? Mais pourquoi ils prennent des décisions contre les faibles? Hein? Il faut qu'ils en prennent au président de la République. Mais s'il y avait des associations de défenseurs de consommateurs dans ce pays, ben, ils auraient pu porter plainte contre
c'est téléphonie mobile. Ou dire, bon d'accord, nous n'allons pas nous identifier, on attend parce que le dernier délai c'est le mois de juin. Quand vous ne vous identifiez pas, à partir du mois de juin, on vous résilie. Eh bien, tout le monde va être résilié, qui sera perdant, ce sont les opérateurs, puisque les gens ne vont plus téléphoner. Ils vont faire faillite, et comme ce sont les ministres qui sont actionnaires dans tout ça, les opérateurs vont se retourner contre eux. Hein? Mais ça, vous les journalistes, vous devez expliquer aux gens qu'en réalité, c'est une décision politicienne qui cache la forêt, ils intimident les gens. Mais un pays où il y a la démocratie, où il y a le droit à l'expression, s'il y avait des ministres qui étaient insultés, mais qu'en face de la recherche, nous avons une police, surtout que la police écoute tout le monde ici, pour qu'on poursuive les citoyens congolais qui sont indélicats devant le tribunal, pour qu'ils soient condamnés. Monsieur le Président du CDRC, l'économie congolaise est pratiquement devenue une économie émergente, selon certaines sources. Nous parlons de l'économie, le Congo à l'horizon 2025. C'est le séminaire qui s'est ouvert pratiquement cette semaine qui s'achève au niveau des affaires étrangères dans le cadre pour mettre en place ce Congo à l'horizon 2025 avec une économie fiable, disais-je, une économie émergente. Au regard de tout ce que vous venez de citer, est-il possible que le Congo soit vraiment un pays émergent d'ici 2025 ? Heureusement que j'ai pris un morceau de sucre, sinon j'allais tomber et j'allais m'évanouir quand vous dites que le Congo est un pays émergent. Émergent par rapport à quoi? Il produit quoi? Hein? Pour devenir un produit émergent, il faut commencer par satisfaire les besoins des Congolais. Donnez-moi un exemple d'un haut fourneau qui fonctionne dans ce pays. En dehors du pétrole, en dehors du bois, qu'on est en train de casser ici dans ce pays, quelles sont les entreprises, quelles sont les usines qui sont dans ce pays, quels sont les Congolais qui travaillent dans ce pays. C'est à partir de Ouest africains, des Mauritaniens qu'on veut faire du Congo une économie émergente. C'est à cause des vendeurs dans le marché Total, de marché Bourreau, de marché Potopoto, de marché de Tietie qu'on va devenir émergent. Mais enfin, hein? Et donc vous allez me dire, oui, voilà, puisque nous avons une croissance à 2 chiffres, mais une croissance à 2 chiffres, où on l'a vu où? Est-ce que tout le monde a la sécurité sociale dans ce pays? Est-ce que les enseignants, les médecins, les infirmières sont bien payés? Est-ce que les soldats, les combattants, les officiers intermédiaires, les sous-officiers sont payés correctement? Est-ce que les étudiants ont correctement des bourses? Hein? Et encore, ils ont une bourse à partir de la deuxième année. La première année, ils n'ont rien. Comment font-ils faire pour payer les polycopies? Hein? On nous parle d'une économie émergente. Enfin, ne rions pas. Enfin, j'espère que le monsieur qui a dit ça était un poisson d'avril. Je l'espère. Non, non, monsieur. Je redis ceci. Si réellement le budget que nous avons est un budget réel, nous avons de quoi favoriser l'essor de ce pays très rapidement. Nous avons, le Congo est délimité à peu près avec 100 districts. Donnez-moi 100 milliards et je vous installe des usines dans tous les districts du Congo. Avec 100 milliards, nous créons des entreprises dans ce pays. Nous avons 3500 milliards. Alors, soyons sérieux. Je crois que si le président de la République souhaite que son chemin d'avenir aboutisse quelque part, commençons par le début. Il nous faut mettre l'État en place, décentraliser, avoir une autonomie des régions, et à partir de cette autonomie des régions, lancer une municipalisation rurale. Que tous les villages deviennent des municipalités. Par la suite, lançons un programme d'investissement dans la création et la réhabilitation des entreprises. Comme ça, nous allons produire, et en produisant, nous allons avoir de la consommation. Et à partir de là, nous allons créer des emplois productifs.
Lorsque vous parlez d'un programme d'investissement national, en ce moment-là, ce programme sera fait comment? À base de quoi? Constituera quoi comme élément de base? Vous savez, d'abord, dans un premier temps, il nous faut lancer véritablement un plan général de reconstruction du pays. Et ce plan sera sous-tendu par un véritable programme de grands travaux, pas les grands travaux dont il y a quelqu'un qui gère ça, hein, je ne sais même pas comment il gère, un véritable programme de grands travaux. Ce programme de grands travaux va devenir l'initiateur qui va structurer les investissements à l'interne. Donc à partir de ce moment-là, ces investissements vont créer les petites et moyennes entreprises qui vont sous-traiter les programmes des grands travaux. Et cela doit se faire de manière concomitante dans toute la République. De telle sorte que ceux qui se trouvent, les habitants qui se trouvent dans la Bouenza vont produire pour que nos compatriotes de la Likwala consomment ceux qui sont produits dans la Bouenza ou dans la Lekoumou, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, c'est dans ce vaste programme de reconstruction nationale, ce plan directeur de reconstruction nationale doit se faire à l'échelle nationale et de manière concomitante, pour éviter que certaines régions ou certains départements, parce qu'ici on a pris le terme département, je préfère le terme région, parce que il y a l'entité sociologique et entité économique. Donc pour que les régions ne disent pas on nous a abandonnés. À partir de ce moment-là, nous allons mettre en place notre marché intérieur. Le marché intérieur, ça veut dire quoi? C'est créer un développement intérieur. Prenez par exemple, on va me dire mais c'est quoi le développement intérieur? Prenez un étang. Vous mettez des alevins là-dedans, c'est-à-dire des petits poissons, ils vont grandir, quand ils sont grands, on les pêche, on les vend. C'est exactement au Congo, nous n'avons pas d'étang. Et on nous dit que nous avons une croissance à 2 chiffres, nous allons devenir émergents, mais nous allons devenir émergents avec quoi? Président du CDRC, l'homme d'une vision prospective, quand vous parlez des marchés intérieurs, en ce moment-là, on fait allusion également à la croissance et au produit intérieur brut, c'est cela? Absolument, mais il nous faut une croissance interne. Ce n'est pas une croissance externe. L'économie d'un pays est assise sur une production interne pour la consommation interne. Les exportations sont là pour la compensation. Cela veut dire que l'argent que nous avons, qui nous provient en échange de nos ressources naturelles, c'est-à-dire du pétrole ou du bois, ainsi de suite, payé en dollars ou en euros, ne servent que là pour acheter les machines-outils dont nous avons besoin pour lancer notre économie interne. Voilà. Mais les exportations ne doivent pas devenir le fond de notre économie. Autrement dit, admettons, prenons un exemple. Le président de la République dit, bon, toutes les cargaisons que nous vendons du pétrole, je le mets au trésor public, c'est-à-dire avec les dollars ou les euros, parce que nous échangeons en dollars ou en euros. Et je veux donner 3 000 euros à chacun. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces euros-là? Puisque l'euro, comme le dollar, ce sont des monnaies étrangères qui n'ont pas cours forcé au Congo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les consommer. Voilà l'erreur que nous avons. Nous vendons, mais l'argent de nos matières premières qui rentrent au trésor n'est pas compensé par les machines-outils. Mettons les machines-outils, l'argent reste là-bas. En échange, nous importons les machines-outils. Nous faisons travailler les Européens. Mais nous, avec ces machines, nous allons acquérir le niveau de vie des Européens, puisque nous allons avoir des entreprises et que nous allons embaucher les jeunes et que nous allons mettre les jeunes dans la formation professionnelle. Les plus intelligents, les plus aptes deviendront les cadres des entreprises que nous allons créer. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi
les conseillers du président n'expliquent pas ça au président de la République. Parce que je dis, le président a une vision politique de l'économie du Congo. Mais ce n'est pas lui qui doit se mettre pour aller... Non. Ça, c'est un programme au niveau du ministère de l'économie et des finances et de l'industrie qui doit dire, voilà ce que je vais mettre en place. Et pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi on ne crée pas les entreprises? Nous avons l'argent. Pourquoi? Tout à l'heure, vous avez parlé de l'inflation. Tiens, encore un mot. Mais de quelle inflation on parle ici? On ne consomme pas. Vous savez, l'économie, c'est produisant, consommant. Quand vous dépensez de l'argent, ça devient le revenu de l'autre. Autrement dit, le revenu de la dépense de l'un est le revenu de l'autre. Quand vous avez 1000 francs, quand vous allez acheter du pain, votre 1000 francs a été déduit du prix du pain. Le prix du pain, celui qui vend le pain, reçoit un revenu qui est du fait que vous avez dépensé votre 1000 francs en achetant du pain. Celui qui vend le pain, il va aller acheter du sucre, et le vendeur du sucre, ça devient un revenu, alors que ça devient une dépense pour le vendeur du pain, et ainsi de suite. Voilà l'économie. Mais notre argent ne tourne pas. Oui, si réellement nous avons, c'était un véritable budget, mais ça tournerait. Pourquoi il ne tourne pas? Pourquoi quand on va dans les divers marchés, on ne voit pas l'argent? Hein? Donc c'est pour ça que je pense qu'il nous faut éraser le système, c'est-à-dire réinitialiser notre système, pour que nous créions véritablement tous les comptes de l'État. Pour ce faire, le président doit avoir le courage de lancer l'audit de tous les comptes de l'État. À partir de là, nous verrons où se trouve la passoire. Et nous pouvons donc ajuster, colmater les passoires. Mais une fois de plus, que les ministres de M. Sassou, qui avaient une durée de 100 jours, c'est-à-dire 3 mois et 10 jours, fixés par lui-même, ne pensent pas qu'ils sont les seuls capables de conduire le pays vers le chemin d'avenir. Je prends l'exemple d'un éminent ministre de Finances français, qui est mort d'ailleurs, M. Pierre Bérégovoy. En tout cas, l'un des meilleurs ministres. L'un des meilleurs. L'un des meilleurs. Que la France a connu. Il n'a jamais été dans des grandes écoles. C'était un cheminot. Mais quand il était à la tête en tant que Premier ministre ou ministre de l'économie et des finances ou ministre des affaires sociales, il avait renfloué les caisses de l'État. Cela ne veut pas dire qu'il faut sortir des grandes écoles pour diriger les comptes de l'État. Nous avons des compétences ici, nous avons des compétences à l'étranger. Pourquoi ceux-là disent qu'ils sont les seuls habilités, alors qu'il brille par un échec patent que tout le monde constate? Monsieur le Président, en radio, l'heure c'est l'heure, on nous a accordé 45 minutes pour notre émission. De l'autre côté de la baie vitrée, homme fait signe que nous sommes arrivés au terme de notre temps imparti. C'est à vous finalement de clore cet entretien. En tout cas, je suis content que nous ne soyons pas tombés dans les travers de l'économie mondialisée. Nous avons une jeunesse qui est prête à accepter de relever les défis. C'est à cette jeunesse-là que nous faisons appel de se mobiliser pour qu'elle soit apte au travail. Et comme le président a dit qu'il avait son chemin d'avenir repose sur la jeunesse. Ce sont les forces vives du pays. Pour ce faire, il nous faut créer une véritable politique d'investissement. Il nous faut continuer à bien gérer notre patrimoine. Et enfin, que l'État, en tant qu'autorité souveraine du pays, satisfasse aux besoins vitaux des habitants de ce pays. Et j'ai bon espoir que mon aîné en politique, M. Sassou Nguesso, redeviendra l'homme du 5 février qui savait prendre la décision. Quand il disait « je vais faire ça », il le faisait. Je vous remercie. Bonsoir, auditeurs de Radio Brazzaville. Nous étions chez vous, en tout cas l'équipe d'une question pour comprendre
avec notre invité, le président Modeste Mboukadia. Nous allons vous retrouver mercredi prochain avec le même plaisir, mais surtout avec un autre invité, certainement sur un autre sujet économique. Bonsoir et à mercredi prochain.